Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des défenses du pervers narcissique et contre quoi se défend-il dans sa relation à l'autre. Donc la défense principale, c'est le déni. Le pervers narcissique nie la différence, il nie ses sensations, ses émotions, il nie la souffrance, il nie la différence des générations, il nie les règles, la loi. Toutes ces manifestations du déni visent à le protéger de ses traumas passés. Nous avons également le clivage, la division de la personnalité. Il y a une partie qui est acceptée et une partie qui n'est pas reconnue. Nous avons l'identification projective, c'est faire vivre à la proie ce qu'il ne veut pas ressentir en lui, toutes ces émotions pénibles du passé liées à ces traumas. Nous avons l'incorporation de l'énergie de l'autre à travers le fait qu'il fait souffrir l'autre. Il se nourrit, cette énergie des émotions de l'autre, pour remplir son vide. Donc, tous ces mécanismes de défense sont là pour se protéger d'angoisses de nature psychotique. On peut dire que la perversion narcissique, contrairement au narcissisme, c'est une défense contre la psychose. Et donc, ces angoisses psychotiques sont de différents types. On peut avoir l'angoisse de morcellement qui est présente dans la schizophrénie. Et donc, le corps est vécu comme morcelé, découpé, ou parfois il n'a pas de peau. Il y a en tout cas une perte de l'unité du moi. Et donc, c'est contre ces angoisses envahissantes, qui sont très puissantes, très fortes, que le pervers narcissique se protège. Avec aussi des angoisses de persécution, l'angoisse que l'autre lui veut du mal, que l'autre veut lui nuire, et qui est plus de nature paranoïde. Et puis l'angoisse d'anéantissement, qui serait alors la perte du moi dans l'environnement. Donc le sujet se sent anéanti, il n'a plus d'existence propre. Eh bien, toutes ces angoisses sont présentes, parfois avec des idées délirantes, quand les défenses perverses et narcissiques commencent à diminuer. Et donc, c'est pour cela que, au fond, un sujet pervers narcissique s'accroche à ses défenses et à l'emprise qu'il exerce sur lui. C'est pour ne pas se confronter à ces angoisses très fortes qui sont là au fond de lui et qu'il nie. Et c'est ce qui lui a permis de survivre au traumatisme de son passé. Donc, si on essaie de comprendre d'où viennent ces angoisses identitaires, eh bien, on peut alors observer chez le pervers narcissique dans son enfance, il y a eu des traumas qui sont liés à l'indifférenciation. Le parent pervers narcissique nie l'identité de son enfant, donc nie ses émotions, nie ses besoins, son désir d'avoir une pensée propre, il nie l'autonomie donc. Et finalement, c'est un trauma, le déni d'autonomie, l'indifférenciation, elle est liée à des traumatismes transgénérationnels qui sont transmis par l'ADN. On sait aujourd'hui que les traumas sont transmis par l'ADN de génération en génération. Et donc ces traumas, ils tournent autour donc de ce déni d'autonomie, cette indifférenciation. Et comment la comprendre? Eh bien, c'est ce que Rakami appelle l'incestuel, c'est-à-dire une impossibilité d'accepter les limites de l'autre et de se mettre des limites. Dans ce genre de famille, il y a des limites floues et même absolument pas de limites parfois. Et donc, cette absence de limites crée un état de confusion, d'indifférenciation et qui ne permet pas au sujet de s'appartenir, d'avoir le sentiment que son corps propre lui appartient, qu'il a une pensée propre. Et donc, il n'y a pas de reconnaissance de l'enfant, du sujet, en tant que personne. C'est un objet, il est un pantin au service du parent qui s'approprie son moi, qui s'approprie son corps, puisqu'il n'y a pas de limite. Ce qui peut expliquer justement cette question de l'absence de moi-peau, dont parle Didier Anzieux dans son livre Le moi-peau. Eh bien, c'est la question des limites. Alors que finalement, pour qu'un enfant grandisse, il a besoin justement de ces limites, de cette différenciation entre le parent et l'enfant, pour qu'il sache ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et donc,
là, il y a eu vraiment un problème qui est transgénérationnel par rapport à cette question des limites dans l'enfance, et donc qui se répète de génération en génération. Donc ce parent n'a pas pu établir une relation de confiance basée sur la sécurité, parce que lui-même, finalement, avait ces mécanismes de défense contre toute vulnérabilité liée aux émotions, à la souffrance, et donc à un vécu transgénérationnel d'insécurité, de danger même dans la relation à l'autre, une incapacité donc à réguler les émotions de l'enfant pour l'apaiser, pour lui donner la sécurité dont il a besoin pour grandir. Au contraire, il n'a pas pu donner d'empathie, n'a pas pu donner d'attention, de présence bienveillante aux émotions de l'enfant. Et donc, il a manifesté, ce parent, une insensibilité par rapport à la souffrance de l'enfant. Cette insensibilité qui est finalement défensive, qui est une protection contre la souffrance, mais qui est accompagnée alors de maltraitance. Ces enfants ont vécu des maltraitances dans la relation aux parents, un des deux parents dans l'enfance, avec en même temps, et c'est ça qui est paradoxal, c'est la relation paradoxale à ce parent, parfois cet enfant a été mis en même temps sur un piédestal, on lui a tout laissé faire, on lui a tout passé, et finalement c'est une absence de limite qui est aussi préjudiciable, puisque l'enfant à ce moment-là n'a pas la conscience de ses limites et des limites de l'autre, et ça c'est vraiment ce qui favorise également la perversion narcissique. Donc, ce déni d'autonomie, c'est un interdit de ressentir et de penser. Donc la défense est là pour mettre à distance ses émotions et celles de l'autre, et c'est très souvent lié à une incapacité de faire un deuil finalement de cette relation primaire à la mère, de cette fusion, qui est nécessaire dans un premier temps, mais qui doit à un moment donné déboucher sur une prise de distance. La mère met des limites et la mère finalement renvoie à l'enfant qu'il est différent, et donc c'est tout à fait nécessaire pour que l'enfant aille vers le monde extérieur, puisse explorer, découvrir le monde. Et souvent un deuil non fait dans les générations précédentes peut expliquer que finalement il y a cette incapacité à faire le deuil, cette incapacité à se différencier et à reconnaître l'autre comme sujet, car à partir du moment où un individu est reconnu comme sujet, il est différent, il y a une différenciation qui s'opère. Et donc, à la place, on voit l'instrumentalisation de l'enfant et de la maltraitance qui l'accompagne. Et donc, c'est vraiment ce sont des traumas qui sont à l'origine de cela et qui sont parfois présents depuis des générations. Et donc, pour le pervers narcissique, eh bien, il est indispensable, évidemment, de maintenir ses défenses pour ne pas replonger dans ces angoisses psychotiques qui sont liées à l'indifférenciation de sa petite enfance et donc à l'absence de limites. Sans finalement cette fusion qu'il a avec sa proie, eh bien, il replonge dans des angoisses psychotiques. Donc c'est ça qui explique son intérêt à maintenir à tout prix la fusion avec sa proie, et dans cette fusion d'exercer cette emprise qui lui permet de se nourrir de l'énergie de l'autre, de l'incorporer pour survivre au vide de signification dans son enfance, puisque il n'a pas pu construire une identité propre et donc accéder à l'Oedipe, accéder à la symbolisation qui donne un sens. À travers la symbolisation, eh bien, il introduit du sens à son existence, il devient un sujet de son existence, et là, il est resté dans cette relation donc d'emprise parentale où il était dans une relation incestuelle. Donc l'incestuel, c'est cette absence de limite entre le parent qui abuse sur le plan émotionnel, sur le plan narcissique de l'enfant, puisqu'il est utilisé comme un objet pour finalement refuser un deuil à faire, un deuil du passé qui est transgénérationnel le plus souvent. Donc pour le pervers narcissique, c'est toute la question, c'est de sortir de ce déni originaire, ce déni qui est transgénérationnel
et de pouvoir reconnaître ses traumas, reconnaître sa souffrance et accéder à cette position de sujet où il est différent, il reconnaît la différence de l'autre, il reconnaît sa différence, et donc ça veut dire accepter une vulnérabilité. La souffrance est liée à la vulnérabilité, puisque dès le moment où on se sépare, il y a ce manque, cette séparation qui est liée à, au deuil à faire. Eh bien, c'est nécessaire de traverser, de faire ce processus de deuil. Et donc, c'est cela dont il a besoin. Mais pour cela, le plus souvent, eh bien, il attend de perdre le pouvoir. C'est souvent dans des moments de perte de pouvoir sur l'autre, perte de pouvoir sur son environnement, que le pervers narcissique finalement consulte. Et à ce moment-là, eh bien, il est dans une très grande vulnérabilité, puisqu'il ses traumas liés remontent à la surface, et c'est le moment d'y avoir accès, c'est le moment de reconnaître ces traumas et d'être aidé dans ce processus grâce à un étayage dans la relation thérapeutique. Eh bien, le thérapeute donne cette possibilité d'étayage parental qui n'a pas eu lieu, un étayage qui permet d'accéder à l'autonomie, à la différenciation par l'écoute, la bienveillance, le soutien, l'empathie, et donc en même temps des limites fermes, des limites qu'il n'a pas eues. Tout cela est présent dans un processus thérapeutique, et c'est ce qui se rejoue à travers le processus thérapeutique. Eh bien, si le pervers narcissique peut accéder à ces traumas, et ça demande très souvent une perte de pouvoir. Mais Racamier le considérait, bien, perdre le pouvoir n'est pas nécessairement quelque chose de négatif pour le pervers narcissique, parce que c'est à ce moment-là, très souvent, qu'il accède à ces traumas et qu'il peut formuler une demande d'aide à un thérapeute. Et donc, sortir du déni, perdre le pouvoir, sont des moyens d'accéder à ces traumas et donc à toute cette souffrance qui est liée à l'interdit de différenciation qui a été vécu dans son enfance, dans la relation avec un de ses deux parents, dans cette relation incestuelle qui est l'absence de limites et l'absence de possibilité donc de grandir dans un état de sécurité. Le parent bienveillant, il est dans cet étayage, il est dans le soutien émotionnel, dans une relation de confiance avec son enfant, alors que le parent pervers narcissique est plutôt dans la menace, le chantage affectif, puisqu'il y a cette séduction liée à l'incestuel qui interdit l'autonomie. Ça s'accompagne inévitablement de violences psychologiques ou verbales, parfois sexuelles, l'inceste, mais le plus souvent c'est l'incestuel, c'est-à-dire cet interdit d'autonomie, cet interdit de différenciation qui est manifesté par l'absence de limites. Et donc l'absence d'empathie, l'absence de soutien émotionnel, d'écoute et de dialogue. Le dialogue est impossible dans ces familles dysfonctionnelles puisque le dialogue implique deux sujets qui reconnaissent leurs différences et qui sont capables d'entrer en conflit, dans un conflit constructif où justement on peut entendre l'émotion, on peut entendre le besoin de l'autre et on peut finalement chercher à travers la négociation à se comprendre et à trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible dans ces familles dysfonctionnelles. Eh bien, il y a vraiment cet interdit d'autonomie, donc interdit de penser la différence, interdit de dialoguer et de reconnaître finalement l'autre comme un sujet. Donc là, c'est vraiment dans cette reconnaissance des traumas qu'est la solution pour le pervers narcissique et dans un soutien thérapeutique pour traverser ces angoisses qui sont parfois très intenses, qui sont liées au trauma et donc à cette atteinte à son intégrité psychique et parfois physique dans son enfance. Mais à partir du moment où il perd le pouvoir, il peut accéder à ces souffrances de l'enfance et donc établir une relation de confiance. En tout cas, le thérapeute est dans cette approche bienveillante, empathique avec lui. Et c'est petit à petit que le pervers narcissique, à ce moment-là, peut se libérer de cette phobie de l'intimité, cette phobie de
de son intériorité, cette phobie des parties en lui qui ont pu s'organiser pour protéger l'enfant en lui de ses blessures. Eh bien, cette phobie, c'est la phobie dissociative, hein, donc par rapport à ces conflits internes en lui, qui est présente et qui est réactivée dès qu'une intimité se présente, et donc il met à distance finalement l'autre grâce à ces mécanismes de contrôle, de domination, d'agression verbale, d'atteinte narcissique, de disqualification de l'autre. C'est une mise à distance pour se protéger justement de cette intimité qui est associée pour lui à l'incestuel, au trauma de l'enfance, et donc à des angoisses insupportables. Hein. Donc c'est bien ça qu'il est important de comprendre, c'est que toute cette organisation défensive du pervers narcissique, elle est là pour le protéger d'angoisses insupportables qui est liée à cette proximité, à cette intimité avec l'autre, parce qu'il n'y a pas eu de relation de confiance dans la petite enfance, mais une relation d'abus narcissique ou d'abus sexuel. Donc on est dans le registre de l'inceste ou de l'incestuel pour finalement ne pas autoriser l'autonomie, la différenciation. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre Les pervers narcissiques, récits et témoignages, où vous pourrez en savoir plus sur la perversion narcissique, aux éditions Ellipse, ou Les pervers narcissiques, qui est plutôt dans la collection Sans questions-réponses, également chez Ellipse, et qui est une synthèse en 100 questions-réponses de tout ce qu'on peut se poser comme question au sujet de la perversion narcissique. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo.